Salut les topovores. Entre théorie de la Terre plate, créationnisme et autres théories étranges, il n'a pas fallu attendre l'invention d'Internet et des réseaux sociaux pour propager des idées bizarres, voire carrément obscures. Revenons aujourd'hui sur quelques disciplines pseudo-scientifiques un peu moins connues, mais qui valent le détour. Et on va commencer en parlant de Franz Gall. J'ai bien dit Franz Gall, pas France Gall. Même si la ressemblance... Non, en vrai, rien à voir. Alors, notre cher Franz est un médecin et neuroanatomiste allemand du début du 19e qui a développé une nouvelle discipline et qui nous semble aujourd'hui un peu incongrue, la phrénologie. Pour cela, il part de l'hypothèse que le crâne se moule sur le cerveau, et il en conclut que les déformations à la surface du crâne sont dues à la pression des organes internes, eux-mêmes liés à certaines facultés mentales. Ainsi, en palpant le crâne d'un sujet, on pourrait selon lui définir ses traits de caractère et ses talents, parmi lesquels ceux de l'amour conjugal, ceux de la combativité et même de la disposition à tomber amoureux. Le fruit de son travail ne plaît pas à l'Église, qui n'aime pas vraiment qu'on associe l'âme à la chair. Il est alors contraint de quitter l'Autriche pour la France, où ses idées révolutionnaires semblent mieux s'accorder avec le souffle politique de l'époque. En France, sa théorie paraît quelque peu fantaisiste, mais il est le premier à poser les bases de la neuroscience cognitive, c'est-à-dire à évoquer la théorie que le cerveau, découpé en zones, serait lié à certaines facultés. Mais après sa mort, son travail est repris par des amateurs anglais, comme George Combe. Et lui, il va plus loin que Franz dans sa théorie, peut-être même un peu trop loin. Il avance l'idée que tout être humain possède la capacité de changer ses caractéristiques phrénologiques attribuées à la naissance. Comment ? Par l'éducation ou par la contrition dans un corset céphalique. Dans une société anglaise friande de journaux et de séminaires pseudo-scientifiques, ces idées deviennent rapidement populaires et la vente de bustes phrénologiques en céramique explose. Ainsi, en 1840, on dénombre plus de 28 sociétés phrénologiques à Londres qui comptent plus de 1000 membres. Et oui, ça fait quand même beaucoup. Beaucoup trop de personnes qui vont se servir de cette pseudoscience pour justifier de la race, du sexe ou encore de la classe sociale de chaque être humain. Et oui, les classes plus aisées se rassurent concernant leur statut en vantant la forme idéale de leur crâne. Les femmes, quant à elles, seraient limitées intellectuellement par leurs excès de boss d'affectivité au détriment de boss plus intellectuels. Bref, c'est du gros n'importe quoi. Et je ne dis pas ça simplement parce que je suis une femme. Quoi qu'il en soit, peu de temps après le pic de popularité de la phrénologie, ces hypothèses sont officiellement réfutées et la technique se perd progressivement jusqu'à être canonisée comme la pseudoscience par excellence, n'étant plus que le créneau de charlatans ou de racistes. Comment voir l'invisible ? C'est la question à laquelle la radiesthésie tente de répondre en permettant à ses adeptes de percevoir les radiations qu'émettent les corps, les minéraux et les métaux en utilisant un pendule ou une baguette. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la baguette du sourcier qui permet de localiser les sources d'eau ou les minéraux, mais aussi, a priori, de retrouver des objets perdus, des trésors égarés ou même encore d'établir un diagnostic médical. En fait, c'est un peu comme un couteau suisse finalement. Enfin bon, peut-être en un peu moins fiable. Revenons à nos radiesthésistes. Grâce à leurs outils, ils prétendent percevoir les réseaux énergétiques émis par les corps et les minéraux. En effet, ils partent du principe que les courants souterrains, les minerais, etc. vont modifier les champs de rayonnement venant du sol et que cela se répercute sur l'outil qu'ils utilisent, comme la baguette ou le pendule par exemple. Mais je vous avoue que je n'ai pas saisi toutes les subtilités de la pratique. Oui, parce que ça a quand même l'air un petit peu aléatoire tout ça. Enfin, quoi qu'il en soit, la communauté scientifique a démontré et admis depuis le 19e siècle que les vibrations et les mouvements observés sont plutôt dus à une action inconsciente des muscles, appelée la réponse idéomotrice. Selon les adeptes, la radiesthésie est une pratique utilisée depuis la nuit des temps par l'homme, aussi bien par les hommes des cavernes que par les Égyptiens
ou par les Chinois. Mais la citation la plus ancienne concernant l'utilisation d'un pendule, elle date du IVe siècle, tandis que l'on sait que la baguette de sourcier se répand entre le XIVe et le XVIe siècle, en Allemagne et en Angleterre. Mais en 1692, un incident dans le sud de la France va ajouter beaucoup de notoriété au bâton de sourcier, lorsque Jacques Aymar, un paysan, aide les policiers à trouver les coupables d'un double meurtre. Sa renommée est telle que les applications de la pratique se multiplient, entrant ainsi en conflit avec les autorités ecclésiastiques. Eh bah oui, trouver des minerais pour l'église, c'est ok, mais traquer des criminels et résoudre des meurtres, hérésie, pas touche au domaine de l'âme. En 1701, l'Inquisition publie alors un décret interdisant tous les ouvrages mentionnant la pratique et interdisant son activité dans le domaine moral. Et pourtant, la pratique continue d'exister, surtout pour sa capacité à trouver de l'eau, et redevient même à la mode au XIXe siècle, parmi les membres de la haute société particulièrement friands de spiritualité et de mysticisme. De nos jours, la radiesthésie est une pratique très courante, si courante qu'un rapport de The Guardian a révélé en 2017 que certains employés des compagnies des eaux britanniques utilisaient la radiesthésie pour accomplir leur travail, et ce malgré les recommandations des scientifiques d'éradiquer cette pratique et de privilégier les drones et les satellites. Mais j'avoue, c'est peut-être un peu moins fun. Si je vous dis que tous les hommes ont comme origine l'île de Pâques, qu'ils ont survécu au déluge biblique avant de coloniser le reste de la Terre, vous me croyez ? Et si je vous dis que la langue d'origine de tous les hommes est le protong, un ancien dialecte polonais dont toutes les autres langues auraient découlé, vous me croyez toujours ? Si oui, bingo, vous êtes un zermatiste. Le zermatisme est le résultat des recherches de Stanisław Zukalski. Stanisław Zukalski, enfin bref, je vous l'écris. Suite à son étonnante découverte dans les années 40 d'une région en Suède, Bohuslän, un mot qui selon lui est d'origine slave. Il trouve cela curieux et passe alors les jours suivants à étudier des cartes géographiques et découvre une myriade d'endroits dans le monde portant des noms qu'il pense d'origine slave. Au bout de 40 ans de recherche, il regroupe ses conclusions dans une série de 39 volumes abondamment illustrés. Collectionnant et comparant des images et des représentations d'artefacts de toutes les époques et de toutes les origines possibles, il retrouve des symboles et des éléments communs à toutes les cultures. Un volume détaille même, par exemple, les tatouages faciaux de certaines tribus, qu'il appelle lignes d'écume, et tire la conclusion que ces tatouages sont une réminiscence inconsciente de la nage qui a été nécessaire aux hommes pour survivre au déluge. Mais sa théorie la plus étrange concerne l'histoire de l'humanité qui, selon lui, est marquée par l'incessant combat entre deux races différentes, les hommes et les enfants du Yéti, qu'il appelle les Djetisini. Il postule qu'à l'origine, des créatures très laides et très méchantes qui ressemblaient à des singes ont violé des femmes humaines, donnant naissance à ces Djetisini. Ces créatures métisses sont à l'origine de tous les maux de l'humanité. Ce sont les nazis, les communistes, les meurtriers de masse et les criminels en tout genre. Il pensait pouvoir les identifier grâce à leurs particularités physiques, et a priori, il y arrive puisqu'il en identifie plusieurs, parmi lesquels on retrouve Lénine, Churchill ou encore Fidel Castro. Tout en élaborant ses théories, il s'intéresse à l'art, et c'est bien normal puisqu'il est sculpteur de formation. Il illustre lui-même ses livres à propos du zermatisme et continue de sculpter pour lui-même et ses amis. Ses amis qui justement diront de lui qu'il a toujours été sain d'esprit, bien qu'extrêmement intolérant et raciste. Ses engagements politiques dans les mouvements nationalistes des années 30 font d'ailleurs de lui aujourd'hui une figure emblématique des mouvements d'extrême droite polonais. Et voilà, c'est fini. Et oui, pas de top 5 ici puisque vous l'avez vu, les sujets sont denses et j'avais vraiment besoin de prendre le temps de vous expliquer les choses. Mais peut-être que vous serez partant pour un deuxième épisode de ce genre. Enfin, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de me retrouver sur les réseaux sociaux, de vous abonner et de me soutenir sur Utip. Encore merci à toutes et à tous pour votre soutien et à la prochaine.